bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'août, donc qui va être expéditif, mais pas comme la dernière fois où il faisait 30 degrés, il fallait que je tourne vite. Non, il fait toujours 30 degrés, je suis vraiment toujours très collante, heureusement que vous ne me touchez pas, de toute façon j'aime pas qu'on me touche. Mais du coup il fait très chaud mais il fait pas très beau, donc j'ai ouvert les rideaux pour avoir plus de lumière, mais ça se trouve il y aura peut-être un reflet bleu dans mes lunettes. Mais du coup expéditif dans le sens où je vais comme j'ai principalement lu des livres de la rentrée littéraire et j'ai fait des vidéos dessus, donc je vous mettrai tous les liens barre d'infos, petits, etc. Donc voilà, je vais aller assez vite. Si vraiment vous voulez du détail sur mes avis, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai vraiment les points sur lesquels j'ai appuyé, ce sera dans les autres vidéos. Donc on va commencer par les livres que j'ai lus donc, dans le cadre de la rentrée littéraire. Donc il y en a quand même pas mal parce que je crois que sur les 25 livres en tout que j'ai lus, bah, la plupart c'est vraiment que des bouquins de rentrée littéraire. Et donc principalement de l'adulte. Donc j'ai lu le nouveau Claudie Gallet, donc les jardins pardon, de Torcello, où on rencontrait Jess qui ne voulait pas reprendre le flambeau de l'hôtel familial et qui elle se voyait vivre à Venise. Et puis voilà, elle fait des visites guidées de la ville, elle est logée, etc. Donc vraiment elle voulait fuir son héritage entre guillemets. Sauf que sa mère, quand elle l'a au téléphone, forcément elle lui a rappelé un peu, bah alors quand est-ce que tu reviens, on en a. J'ai bien aimé, même si j'ai trouvé ça assez déroutant, parce que je pensais qu'on aurait le côté où d'abord Jess est avec sa famille et après du coup elle décide de partir à Venise, mais pas du tout. En fait le côté vraiment reprise de l'hôtel familial est vraiment au second voire au troisième plan. On est vraiment direct à Venise quand on commence le livre. J'ai également trouvé que c'était un format de lecture où les chapitres sont extrêmement courts, les phrases également sont courtes, les dialogues sont aussi courts. Enfin, j'ai trouvé que c'était un livre, un récit qui était très haché. Genre vraiment, on allait vite sur plein de trucs et du coup, j'ai trouvé que des fois, les personnages, aussi intéressants soient-ils, n'étaient pas énormément creusés. Donc comme on ne les voyait pas beaucoup ou qu'on n'en savait pas beaucoup sur eux, mais on ne pouvait pas réellement s'attacher à eux. Donc voilà, ça c'était plutôt mitigé. Ensuite, j'ai lu Bienvenue à la librairie Yunnan de Hong Bo-hum, publié aux éditions Piquet. Donc là, c'était mon premier de chez Piquet, donc c'est de la littérature coréenne, donc c'était également ma première entrée en matière. Ce livre-là était un coup de cœur, c'est vraiment du feel good. On rencontre notre personnage principal qui est une libraire qui débute, sauf que elle se rend compte qu'être libraire c'est un métier avant tout, qu'il ne suffit pas d'aimer lire et de conseiller les livres qu'on a lus. Donc elle va faire en sorte de trouver de quoi donner un nouveau souffle à sa librairie, lui donner des intérêts en organisant des animations, que ce soit autour du livre ou autour d'autres choses. Elle va être épaulée par des personnages qui sont tout aussi sympathiques les uns que les autres. Dans ce livre, vraiment, il n'y a rien de négatif. Si vous êtes dans un bad mood ou si vous avez enchaîné des grosses lectures bien prises de tête, celui-là, il est totalement léger. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de négatif. Vraiment, il n'y a que du positif. Tout ce qui passe comme message, c'est positif. L'évolution des personnages, elle est tout le temps positive. On suit leur cheminement et tout. Franchement, c'était un bonbon. Ça, je vous le recommande énormément, vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire 2024. J'ai lu Ces féroces soldats de Joël Egloff, que j'ai beaucoup aimé parce que ici l'auteur nous relate l'histoire de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et de ses yeux d'enfant, entre guillemets, et notamment de son papa qui a été soldat, mais contrairement à d'habitude où tous les témoignages, moi j'en lis peu parce que généralement c'est redondant parce que c'est des rescapés des camps ou des soldats de notre côté. Là, c'est un SS, son père, donc on est du côté des méchants, entre guillemets. Et je trouvais que c'était original, bien écrit, ça se lit vite, c'est accessible pour tout public. Donc très bonne lecture historique. Et j'ai lu La barque de Masao d'Antoine Choplin, que j'ai trouvé un petit peu plus fadasse. Parce que ici on rencontrait Masao qui est un ouvrier sur une île du Japon et un beau soir quand il sort du travail il aperçoit au loin sa fille avec qui il n'a plus de contact depuis une dizaine d'années voire plus, et donc on va les suivre en temps de se retrouver. Elle va expliquer pourquoi elle est là, elle voudrait en apprendre plus sur sa mère qui n'est plus présente et donc lui est-ce qu'il est prêt à en parler, etc. Enfin voilà, on va les voir renouer des liens. J'ai trouvé ça bien, mais voilà,
ça m'a pas apporté plus que ça parce qu'on reste quand même en surface de beaucoup de choses. C'est un petit récit tranche de vie, mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va vous marquer, qui va vous émotionner, voilà, ça reste très simple, très lecture légère. Donc voilà pour ce livre. Également, un autre livre que j'ai adoré, c'est Seul restait la forêt de Daniel Mason. Récit très particulier dans sa forme parce que on débute, en fait on va suivre l'histoire d'un lieu. Le personnage principal, le personnage à part entière de l'histoire, c'est un lieu où vont graviter différentes personnes de différents horizons, différentes personnalités. Ça va débuter où on suit un couple d'amoureux en fuite, donc on va comprendre pourquoi. Et à la suite de ça, d'autres personnes vont fouler ce lieu et on va en apprendre plus sur comment a évolué ce lieu, les gens qui y ont gravité, les destins qui sont liés, qui s'entremêlent. Voilà, je saurais pas trop en parler parce que le résumé est un peu flou, mais en soi, je l'ai trouvé très pertinent. Une fois le livre refermé, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, ça menait là et ça marche trop bien. J'ai trouvé ça très chouette. Le format du livre, je l'avais dit, est un peu particulier parce qu'on n'a pas réellement des chapitres, on a des photographies entre les parties, on a des parties romancées, mais en fait on a aussi des parties où ça peut être un poème, où ça va être centré sur un personnage, et puis après la partie suivante, ça va être le gros chapitre entre guillemets qui va nous donner la suite de cet événement relaté. Enfin, le format est particulier, l'histoire est particulière, mais j'ai trouvé ça très beau. Les destins se mêlent autour de ce lieu, dans ce lieu. C'était vraiment très poétique et la nature est vraiment mise à l'honneur, donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez envie de quelque chose plein d'humanité, etc., ça peut le faire pour également plein d'humanité parce que c'est encore un récit de l'auteur, ici Dear Babylon, donc également chez Buchet-Chastel, je pense que c'est le dernier de chez eux, où on va suivre l'auteur, donc Safia Sinclair, qui va nous raconter sa vie, son enfance au sein de sa famille qui est une famille dans le mouvement Rastafari. Donc son papa est un Rastafari, donc comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, pour moi j'étais vraiment totalement novice sur le sujet. Pour moi un Rasta c'était une personne de couleur avec des dreads, donc vraiment le total cliché sans doute raciste pour le coup, mais j'étais très ignorante. Et du coup ici donc elle nous fait part de ses pensées en tant que petite fille qui évolue dans une famille avec ces codes là. Et qui est vue par et qui côtoie des enfants, des gens qui sont eux lambda ou dans une religion ou un mouvement d'idées plus classique entre guillemets. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai détesté le personnage du père parce que vraiment dans sa façon d'être, de parler, ses visions de certaines choses, il était détestable. Mais je n'ai pas abandonné parce que je voulais vraiment voir comment l'auteur allait réussir à s'émanciper, à assumer ses façons de penser, ses envies, ses projets. Donc j'ai trouvé ça très fort, très poignant, très percutant. On comprend également le titre au fil de notre lecture, donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'en suis ressortie instruite et on peut le dire, je me suis couchée moins bête. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, Girlfriend on Mars de Deborah Willis aux éditions Rivage, où là on rencontre un couple de trentenaires, Kevin et Amber, qui sont un peu spectateurs de leur vie. Le Kevin, lui, son but c'est de percer dans le dealisme, enfin être dealer parce qu'il fait pousser du cannabis dans sa chambre, donc lui il pense que c'est bon, il peut rester sur son canapé et se faire de la thune. Sauf qu'un jour Amber elle lui dit bah moi j'ai besoin d'autre chose, et elle va être sélectionnée pour participer à Mars Now, qui est une émission de télé-réalité qui vise à élire un couple idéal pour être envoyé sur Mars et rendre la planète habitable. J'ai trouvé que c'était très actuel du coup dans l'idée avec ce que peut faire Elon Musk. Et également j'ai adoré le côté télé-réalité. Vraiment moi je suis le public pour ça. Vraiment plus il y a de drama, plus il y a de coucherie, plus de machin. J'avais envie que tout le monde couche avec tout le monde. Le Kevin il était pathétique. La Amber elle était déterminée. Enfin vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne mise en scène de la télé-réalité, parce que vraiment nous en tant que spectateurs on sait que au début peut-être pas, mais maintenant tout est scénarisé, donc te faire rejouer une scène, ou si t'as dit un truc on va te dire de le répéter pour te filmer à ce moment là. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien exploité comme sujet. Et la fin où tout part en cacahuète, moi j'ai adoré. Donc voilà, ça je vous le recommande, mais à 200%. Vraiment, si vous voulez passer un moment léger, rire,
J'aurais trop hâte d'avoir des retours et j'ai hâte de voir des avis dessus en fait parce que ma collègue aussi l'a lu et c'était vraiment pépite. Également deux livres que j'ai lu, donc il y en a un que je vais récupérer parce que je l'ai prêté et l'autre je vais pas le garder parce que j'ai lu mais ça m'a pas convaincu. J'ai lu Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet je crois. Pareil où là la Catherine nous promettait une enquête, enfin un travail de recherche en gros autour du tableau des nymphéas de Claude Monet où l'auteur qui se met en scène ou le narrateur, je ne sais même toujours pas qui est qui, si c'est l'auteur qui se met en scène à travers un personnage, bref, il se retrouve devant le tableau, il se sent un peu mal à l'aise, il dit qu'il doit y avoir un truc là derrière, peut-être qu'il y a un double sens au fait que les nymphéas, qu'il y a une obsession du peintre pour ça, donc il va mener une enquête. Si c'est un récit, comme j'ai dit, qui est à prendre au premier degré, je trouve ça complètement sans queue sans tête, ni queue ni tête, voilà. Parce qu'en ayant regardé un peu sur internet, il n'y a rien qui confirme ou qui infirme ce qui est dit. Si c'est à prendre au second degré, en mode le protagoniste principal est complètement barré, il est focus sur ses idées, il est perché à 200%, ok, ça fonctionne, c'est un bon texte. Mais voilà, pour moi ça l'a pas fait parce que j'ai trouvé ça vraiment tiré par les cheveux. Des fois il nous sort des trucs, j'étais en mode oui d'accord si tu veux. Il nous dit des choses qu'on sait déjà, enfin bref. Voilà, donc ça c'était pas en revanche, livre que j'ai prêté du coup, que je récupérerai. J'ai lu Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, Miguel, je ne sais pas. Qui était vraiment super. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. J'ai lu L'inventeur de cet auteur le mois dernier, si vous vous en rappelez, donc, qui était un livre qui relatait un fait réel, donc, qui romançait le fait réel. Historique. Là, dans celui-là, je ne sais pas si tout est réel ou quoi, mais je pense qu'il y a des éléments qui sont repris qui sont bons. Où en fait, on suivait Antonio, qui est un jeune homme, enfin qui petit bébé s'est fait abandonner et trouvé par une mendiante qui l'a élevé, etc. Et on le voit évoluer dans sa quête, voir comment il devient qui il est, comment il s'intéresse à certains domaines, les personnages qui vont graviter autour de lui, qui vont l'aider à se développer, à devenir qui il est. Et j'ai aimé parce que dans le livre, en fait, on n'a pas que le point de vue d'Antonio, on voit aussi, on a l'histoire aussi à travers les yeux d'autres personnages qui sont autour de lui, donc on a vraiment plusieurs points de vue. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. On a également, je pense que du coup c'est sur l'histoire de la médecine, je pense que ça c'est un pan qui est assez réel. Et puis on en apprend pas mal sur le Venezuela, donc pareil c'était assez dépaysant comme lecture. Donc voilà, tout ça c'était les livres pour le premier J'ai lu pour vous spécial rentrée littéraire. Et dans ma deuxième vidéo, je vous ai présenté du coup que 5 lectures. Également, à la fin de la vidéo, je vous ferai pas les abandons que j'ai fait parce que j'en parle dans les vidéos, mais voilà, j'ai abandonné aussi pas mal de livres parce qu'à la rentrée littéraire, il y a tellement de titres que j'en ai essayé plein, mais il y en a qui sont pas rentrés dans mes chaussures. Donc voilà, sinon ce mois-ci j'ai pas eu d'abandon ouf, donc voilà, je n'en parlerai pas plus que ça. Mais du coup, dans mon deuxième J'ai lu pour vous, donc la deuxième semaine de rentrée littéraire, j'ai beaucoup aimé À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Donc ça c'est aux éditions du Cherche Midi. Ici, voilà, on rencontrait une jeune femme qui entrait en tant que préceptrice au sein d'une famille dans la demeure de Winnicott Hall pour s'occuper de Georges qui est l'un des enfants de la famille qui est aveugle et donc voilà, il va pas à l'école, donc il lui fallait une préceptrice. Et dans ce livre, j'ai beaucoup aimé la relation entre Georges et Viviane, je crois que c'est Viviane. Le fait que le handicap soit décomplexifié, que ce soit pas mis là comme une grosse pénalité chez l'enfant, mais au contraire que voilà, c'est une différence, mais c'est pas une anomalie, et lui il le prend avec beaucoup d'autodérision, donc j'ai beaucoup aimé. Et également dans cette maison, il s'avère que il se passe des choses un peu paranormales et tout, donc est-ce qu'il y a une entité qui rôde? Est-ce que la maison est hantée comme tout le village le raconte? On ne sait pas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis d'habitude un peu frileuse avec les côtés événements paranormaux parce que, à part en fantasy où je trouve ça assez crédible, c'est vrai que quand c'est à notre époque ou dans des récits contemporains ancrés dans notre réalité, notre présent, je suis un peu dubitative. Après, je n'en ai jamais vécu à mon souvenir. Donc peut-être que ça parlera vachement plus à des gens qui ont vécu des événements comme ça. Peut-être que moi je suis pas réceptive, j'en sais rien. Mais en tout cas, très très bonne lecture. Le dernier livre adulte que j'ai lu pour la rentrée littéraire, c'était Absolution de Alice McDermott, que j'ai bien aimé, même si en lisant le résumé, c'était pas l'histoire à laquelle je m'étais attendue. Vraiment, ici on rencontrait Patricia, qui est une femme expatriée avec son mari à Saigon. Donc on est pendant la guerre du Vietnam, donc quand je vous dis que j'avais lu des choses dépaysantes, ça en fait partie parce que du coup là ça prend place pendant la guerre du Vietnam, donc c'est vraiment une période historique que je méconnais assez. Donc j'ai appris beaucoup de choses.
Et du coup, je m'attendais vraiment à ce que elle se retrouve avec les femmes d'eux et qu'elle elle aussi soit une femme d'eux, parce que les hommes ont des rôles politiques, économiques, etc. importants, et qu'on soit un peu en mode Desperate Housewives, où on voit les nanas faire des ragots, faire des réceptions, des garden parties et tout. Et en fait, pas du tout, il y a un côté très sérieux à ce livre, parce que notre protagoniste, elle pense que elle va être comme sa voisine, elle va fonder une famille et tout va bien se passer, mais pas du tout. Et sa voisine, qui est très excentrique, va la prendre sous son aile en gros et lui faire découvrir ce qu'elle fait au quotidien, c'est-à-dire partie d'associations caritatives où elle va distribuer des choses pour les blessés de guerre, les victimes, et puis aussi les gens victimes de la lèpre, pardon, etc. Mention quand même au trigger warning, parce que notre protagoniste veut fonder une famille, mais elle fait face au problème des fausses couches. Donc il y a quand même le sujet qui est vraiment assez mis en avant, donc si ça peut être un trigger warning pour vous, je préfère le préciser, parce que c'est vrai que ça fait partie du récit, c'est pas mis en scène de manière glauque ou quoi, au contraire je trouve que c'est assez bien amené, assez bien traité, mais voilà, il faut savoir que c'est là, il y a plus ce trigger warning là qu'un trigger warning autour de la guerre ou quoi, hein, vraiment, parce que après voilà, il y a des blessures décrites, mais ça reste très correct. Mais j'ai trouvé ça assez profond. La seule chose, c'est que en fait le format du livre, c'est une longue lettre où Patricia raconte un peu cette époque de sa vie à Rainy, qui est la fille de la voisine avec qui elle s'est accoutumée à l'époque. Et ensuite, Rainy lui répond pour lui dire un peu ce qu'il en est de certaines choses. Et dans la dernière partie, Patricia répond. J'ai trouvé que ça me laissait un peu sur ma faim, que la fin était un peu abrupte, parce qu'une fois que j'étais vraiment dans le truc, on me coupait la chic, on me coupait l'herbe sous le pied, parce qu'on sait ce qui s'est passé avant, on sait un peu ce qu'il est devenu maintenant, mais l'entre-deux, genre comment les gens sont venus à être là, ce qu'ils ont fait et tout, on ne le sait pas trop, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, donc oui, ça m'a laissé sur ma faim. C'est une fin un peu ouverte, donc c'est vrai que moi je suis pas très adepte de ça, donc si vous y êtes habitué, ça va sans doute moins vous déranger que moi. Mais voilà pour ça, mais en tout cas très bonne lecture, j'ai passé un bon moment, ça se lit tout de suite. J'ai lu deux jeunesses de rentrée littéraire, j'ai lu le premier tome de Fleur de Bastion et le Renard Masqué. Ici c'est un peu un roman de cap et d'épée pour ados, parce qu'il y a quand même pas mal de trigger warning, hein. Ça peut faire très jeunesse, c'est très mignon, mais on a beaucoup de scènes de bagarres, des meurtres, il y a des scènes décrites, enfin les thématiques abordées sont assez sombres. Également, les personnages sont pas tout blancs ou tout noirs, on n'est pas là pour focus la happy end. Chacun a des conflits envers lui-même, etc., qui peuvent être amenés. Ici, du coup, on était en plein tournoi de la feuille d'or, et pendant ce tournoi, la duchesse se fait est victime d'une tentative d'assassinat, et un témoin rapporte que c'est un des loups qui aurait fait cette tentative, et donc les loups vont être arrêtés et mis sous clé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les loups et les renards s'entendent pas très bien, mais à l'occasion de ce tournoi, la duchesse avait dit bah écoutez les loups, venez, voilà, on fait un pas vers vous en vue d'une éventuelle trêve, une éventuelle paix. Et donc forcément quand il y a cette tentative d'assassinat, ça remet tout en question, et donc on va faire appel à Pépin Sourisseau pour qu'avec sa petite taille, il se faufile partout, il récolte des infos, et puis qu'il puisse inculper ou disculper les loups de ce crime. Et donc voilà, le renard masqué, c'est du coup un des personnages qui est un peu héros, mais pas trop, vraiment pas trop. J'en dis pas plus pour pas vite spoiler, mais c'était très sympa, c'était vraiment un peu un mélange des Trois Mousquetaires, de Cap et de Croc, enfin des trucs comme ça, donc c'était sympa. Vu la fin, je suis un peu en mode est-ce que c'est redondant ou pas, donc je suis curieuse de voir la suite. Voilà, je pense que je pourrais plus donner un avis ferme quand j'aurai lu un tome. Et enfin, j'ai lu Les Mystères de Baskerville Hall, donc chez Pocket Jeunesse de Alice Standish. J'ai pas dit tous les auteurs, bref, on s'en fiche. Ou ici, si vous avez aimé Crookhaven aussi chez Pocket Jeunesse, vous allez beaucoup aimer ça, parce que c'est le même format d'intrigue de livre, où un jeune homme va se faire repérer pour ses talents, va se voir proposer une place dans une école pour développer ses talents, et ainsi pouvoir aider sa famille qui n'est pas non plus très aisée. Et ici la particularité, c'est que notre protagoniste est Arthur Conan Doyle, donc le célèbre auteur qui évidemment à l'époque ne l'est pas, mais j'ai trouvé ça chouette. À la fin du livre, on avait un petit feuillet qui nous resitue un peu les éléments pris de la vie réelle, etc., donnés par l'auteur, donc ça c'était cool. J'ai bien aimé l'intrigue, j'ai trouvé ça chouette, il y a plein de cadeaux à l'univers de Sherlock Holmes, pardon, donc si c'est quelque chose que vous aimez de base, je pense que ça, en jeunesse,
ça le fait facilement. Ensuite, du coup, donc ça c'était les livres que j'ai lus et dont j'ai parlé plus en détail dans 2 vidéos que j'ai vues pour vous. J'ai évidemment lu ensuite des livres dans le cadre du projet Chatham pour avancer. Donc j'ai lu, je vais vous insérer les couvertures parce que je les ai pas encore trouvées en physique. Enfin si, je les ai trouvées mais je les ai pas encore reçues. Les tomes 6 et 7, Alléluia d'autres mondes, et également Le coma des mortels qui est un one shot. Donc, Autre Monde 6, aucun intérêt, vraiment d'une longueur sans fin, c'était un calvaire à lire, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, je ne laisse pas attendre plus longtemps le 7, j'enchaîne les deux, comme ça au moins une fois que c'est fini, parce que je l'ai dit dans ma vidéo, mais je ne lirai pas le tome 8 ou je sais pas quoi, qui s'appelle Ambre, parce que déjà la perso, je peux pas me la piffrer, puis c'est bon, Autre Monde, j'en ai eu ma claque. Je pense pas que ça m'apportera énormément de réponses supplémentaires, parce que j'ai pas de questions. Mais du coup, le 7 était un petit peu plus sympa, un peu plus d'action. Voilà, il y a des choses très prévisibles, il y a des choses assez grotesques. Vraiment, il y a un événement, je le spoil dans ma vidéo spéciale épisode, mais on souffle, on lève les yeux au ciel. Voilà, je suis contente de l'avoir fini. Ça m'a confirmé que c'était pas une série vers laquelle je me serais tournée sans le projet Chatham, et je comprends pourquoi, parce que c'est pas ma cam. Donc voilà, après je peux comprendre que ça plaise à d'autres. Pour moi, c'est facilement une série qui, au lieu d'être en 7 tomes, aurait pu être en 5, voire en 4, parce que vraiment, les tomes 2 ici sont interminables. Et je crois que c'est le 4 ou le 5, je sais plus exactement lequel, mais pareil, trop long. Donc voilà. Et puis, malheureusement, Le coma des mortels, qui est, je pense, à l'heure actuelle, le plus gros flop que j'ai lu de Maxime Chatham. Autant le mois dernier, j'ai pas du tout aimé Que ta volonté soit faite, mais là, je crois que j'ai encore moins aimé, parce que dès les 50 premières pages, j'avais tout deviné, vraiment j'avais des hypothèses qui se sont avérées une fois le livre fermé totalement vrai. Il fallait pas être sorti de Saint-Cyr. Le protagoniste ne fait que geindre, vraiment on est dans sa tête, donc il ne fait que se plaindre, ça ne va jamais et machin. Et puis il est amoureux de cette fille, et puis il la perd, donc il est amoureux d'une autre, et puis en fait il oublie pas, et vas-y tu fais que chouiner mon gars, mange des Kleenex, ça ira mieux, ça va t'éponger. Mais voilà, la particularité de ce livre, c'était qu'on commençait par la fin. Quand j'ai vu que le premier chapitre était le 39 et que c'était la fin, je me suis dit, chouette, on va voir the grosse révélation et on va voir le cheminement de comment on y vient. En fait, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'entrain, c'est juste un pauvre type qui malheureusement est malade. Mais voilà, je spoil sans scrupule parce que vraiment je ne vous le conseille pas du tout. Donc si vous voulez me voir aigrie et vraiment critique et piquante, mais drôle, n'hésitez pas à aller voir du coup l'épisode Chatham, l'épisode du projet Chatham numéro 8, parce que là je sais lequel c'est. Je vous le mets dans la barre d'infos. Donc voilà, c'était tout pour ça côté Chatham. J'espère vraiment que les lectures suivantes seront mieux, meilleures, sachant qu'il me reste pour la plupart de mes lectures des one shot, donc bon déjà voilà. Or du coup rentrée littéraire, lu un autre livre qui est Fin de l'histoire, pas la fin de l'histoire, mais Fin de l'histoire tout court, de Hadji Finn, aux presses de la Cité, qui est un polar thriller psychologique parce qu'on est une enquête, mais c'est pas les forces de l'ordre qui interviennent. Où ici on rencontre Nikki Hunter, qui est une jeune femme qui se voit invitée chez un de ses auteurs favoris suite à un échange, une correspondance qu'ils ont eu entre eux pendant plusieurs mois, parce que cet auteur est en fin de vie, il est malade, il va décéder et il voudrait qu'elle écrive ses mémoires. Donc c'est très un peu les 7 marches d'Eline Hugo, en un peu plus sombre, en un peu plus gros surtout. Et c'était ma crainte parce que du coup elle va arriver dans cette demeure, notre protagoniste, elle va faire face à cet auteur, à sa famille qui est un petit peu bizarre et tout machin, et puis il y a quand même un mystère qui plane autour de tout ça parce que il y a quelques années, une nuit du 31 décembre, la première femme et le fils de cet auteur ont disparu, mais ça n'a jamais été élucidé. L'auteur n'avait pas écrit pendant des années, puis un jour il est revenu et tout. Donc voilà, est-ce que c'est lié le fait qu'il la fasse venir? Est-ce qu'elle va avoir le fin mot de l'histoire? On ne sait pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Franchement, j'avais peur, vu la taille du bouquin, ce que je disais, que soit ça s'essouffle à un moment, soit que ce soit très prévisible, et en fait pas du tout vraiment. S'il y a un moment des choses qu'on peut déduire, on arrive tellement vite à la fin que ça le rend pas prévisible, parce que du coup on tombe des nues au moment et on se rappelle que ah bah tiens on y avait peut-être pensé, mais en fait t'as pas le temps parce qu'il se passe tellement de choses. C'est hyper dynamique, les chapitres sont courts, c'est un vrai page turner. La résolution finale m'a plutôt convaincue, franchement j'ai adoré ce livre, donc je le recommande fortement. Polar et tout, mais pas du tout sanguinolent, pas du tout
de trigger warning à mon sens. Non, c'était plutôt très très cool, donc voilà, je vous le recommande. Et ma dernière lecture de ce mois-ci, vraiment il me restait un jour, il me restait le samedi 31 août, où je me suis dit vas-y, il faut que j'ai un livre vraiment là pour le finir avant minuit. Je l'ai fini à 23h56, il faut le savoir, je tiens à le noter. Je me suis dit vas-y, il me faut un truc qui va se lire court, rapidement. Je me suis dit bon, pas de l'ado ou quoi, pas... je sais pas, et... Les Aiguilles d'Or de Matthew McDowell. Oui, Oriane, ça y est, tu l'avais vu en story, mais ça y est, je l'ai lu. C'est le dernier qui me restait de lui sur mes étagères, parce que forcément j'ai lu 2 Blackwater sur 6, mais je les ai pas en physique, donc pour l'instant je n'ai pas à les lire, je n'ai pas la possibilité. Donc j'ai eu Les Aiguilles d'Or sur lequel je misais beaucoup, et que même si c'est pas un coup de cœur, voilà, je le dis, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était détonnant parce que jusque-là, avec Blackwater, les 2 tomes que j'ai lus, et surtout Cathy, que j'avais trouvé très horrifique, très sanguinolent, vraiment, on était vraiment sur le côté assez grandiose du crime. J'ai trouvé que là, c'était plus soft et plus étoffé, dans le sens où on est vraiment plus sur le côté psychologique des personnages, parce que du coup, là, on est en 1882, on est à New York, et en fait, il s'avère que... il y a une famille qui va se mettre en tête, qui ont des bonnes positions dans la hiérarchie sociale, qui vont se mettre en tête de nettoyer en gros un quartier un peu malfamé pour se faire bien voir et se faire brosser dans le sens du poil. Et que voilà, ils aient un peu tous les honneurs sur eux. Sauf que dans ce quartier, en fait, ils vont cibler la mauvaise famille parce que ils ont un passif commun que certains s'en rappellent, d'autres ne le savent pas, etc. Et la famille en question, du coup, va décider de se venger par rapport aux événements passés. Et on a tout ce côté un peu course contre la montre où les menaces vont-elles être prises au sérieux, qui va être visé en premier, etc. J'ai vraiment trouvé que c'était un côté très psychologique, très réfléchi, plutôt que on arrive, on tue salement quelqu'un et la scène de crime est dégoûtante. Non, j'ai trouvé que là c'était vraiment très bien, c'était un petit peu plus subtil, très rythmé. J'ai bien aimé les personnages dans l'ensemble. Vraiment, c'est un livre que j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur, mais peut-être que j'avais trop d'attentes parce que vraiment je l'avais mis de la barre très très haute, donc c'est peut-être pour ça, mais ça reste pas moins un 4,5 ou même un 5 sur 5, hein, c'est juste qu'il manque le petit truc. Mais vraiment, encore une fois, je le dis, je le dirai jamais assez sans doute, mais Matthew McDowell a un truc pour écrire des personnages de femmes. Les personnages féminins de cet auteur sont vraiment à chaque fois incroyables. Qu'ils soient noirs ou blancs ou gris, que ce soit des antagonistes ou des protagonistes, je trouve qu'elles sont toujours bien écrites. Et c'est fou parce que ce soit dans la psychologie, dans la personnalité, dans le caractère, elles sont pas sexualisées pour être sexualisées. Même quand il parle de prostituées, il en parle pas mal. Enfin, il n'y a rien de dégradant. Je trouve que les femmes sont toujours très bien traitées dans l'écriture des romans de Matthew McDowell, et je trouve que c'est très important de le souligner. Parce que voilà, autant même le personnage de Cathy que j'avais détesté était vraiment très très bien écrite. Donc voilà, je tiens à souligner vraiment la plume de Matthew McDowell ne fait que me convaincre. Donc c'était encore une très bonne lecture. Et ça a très bien conclu mon mois d'août. Donc vous allez me dire, mais attends, c'est ta dernière lecture, mais t'en as encore à dire? Oui, parce que j'ai retrouvé du coup, en rangeant les livres qui traînaient un petit peu par-ci par-là dans l'appartement, 2 lectures que j'avais faites et que je n'ai pas parlé ici. Donc je vais en parler ici vite fait, comme ça au moins ce sera fait. Parce qu'en plus, il y en a une, je l'avais lu à sa sortie pour un challenge et j'ai complètement zappé d'en reparler, même sur Insta, j'en ai pas parlé. J'avais donc lu Plein Ciel de Cirque Vaelban, donc c'était mon premier livre de cette auteurice, je sais pas comment elle se décrit, donc je ne veux pas dire de bêtises, dans cette très belle édition reliée qui est un one-shot. Plutôt pas mal comparé à La Passe Miroir, et je dois dire que oui, si vous avez aimé La Passe Miroir, ça peut être totalement votre came. Dans un registre par contre plus mature, parce que ici on a vraiment des trigger warnings plus importants. Vraiment, on a de la maltraitance, on a de la torture, on a du meurtre, mais c'est vraiment décrit, c'est pas minimisé ou quoi, vraiment on est vraiment dans le vif du sujet. Si dans La Passe Miroir c'était un récit qui était plutôt destiné à un public plutôt jeunesse, même si on peut avoir une double lecture et en tant qu'adulte on peut autant l'apprécier, je suis totalement d'accord. Mais ici, vraiment, je pense que c'est un peu plus à partir de 15 ans. Parce que vraiment,
la part du conflit politique dans l'intrigue est vraiment très importante et très bien ficelée. Vraiment, j'ai trouvé que l'univers était incroyable. Autant comme dans La Passe Miroir, c'est des univers incroyables. J'ai trouvé vraiment que c'était justement écrit, justement maîtrisé, justement dosé pour que ça tienne en un seul volume et qu'on n'ait pas l'impression que ou ça a été trop vite, ou qu'au contraire d'abord ça allait lentement et puis après on passe à la 4ème vitesse. Pas du tout, c'était vraiment très juste. Le personnage de Ivoire, qui est notre protagoniste principal, qui est similaire à Ophélie dans le sens où on va vouloir lui faire des trucs qu'elle a rien demandé, mais vas-y, tu vas faire ce qu'on te dit, alors que la nana non. Et puis pareil, qui arrive à s'émanciper, à prendre ses propres décisions et tout, qui prend part au conflit. Genre vraiment, c'était la similitude pour moi, c'est un moment où elle veut faire les gens disent des choses sans lui prêter attention et elle a pas envie qu'on le dise et donc elle va hausser la voix et c'est comme avec Ophélie quand on s'attend pas à ce qu'elle parle fort parce qu'elle est très timide. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Donc vraiment ça, je vous le recommande du coup, vraiment après la bataille malheureusement, même si je l'ai lu il y a un moment, mais c'était très chouette. Et si vous avez les moyens de mettre les 28€, parce que oui, ça reste conséquent, je dois le dire, hein, sachant qu'on n'a pas de jacket ou quoi. Mais si vous avez moyen de mettre les 28€ dans cette édition, franchement elle est magnifique. Donc voilà. Et la deuxième lecture retrouvée, perdue mais retrouvée, c'est, et pourtant pas des moindres, parce que vous allez voir, vraiment c'est 2 par pain, donc je sais pas comment j'ai fait pour pas les voir, mais par contre pour pas m'en rappeler. J'ai lu le premier tome de The Mortal Instruments Renaissance, donc la princesse de la nuit, où là on est après les événements de la série principale, donc c'est dans la continuité directe plus ou moins. On suit l'un des personnages qui apparaît dans les derniers volumes, donc Emma Carstairs. Et pareil, voilà, là on la suit et en fait elle veut mener l'enquête sur la mort de ses parents qui pour elle est un meurtre et pas un accident ou quoi. Donc voilà, on la suit et puis on suit la famille Blackthorn. J'ai beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que l'écriture était plus pertinente. Donc est-ce que c'est parce que ça a été écrit vachement après la série principale, mais j'ai trouvé que l'écriture était plus aboutie ici, qu'on allait plus à l'essentiel, que ça tournait moins en rond. Et j'ai préféré les personnages dans celui-là parce que vraiment Jess et Clary ils sont sympas, mais je pense que j'y suis attachée parce que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la série Shadowhunters, mais le casting qui avait été choisi et l'alchimie qu'il y avait entre les personnages, les acteurs, etc. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai aimé lire la série, mais je pense que sans la télévision, j'aurais peut-être moins apprécié parce qu'ils sont un peu gnangnans quand même. Ici j'ai trouvé que c'était très aimé, très dynamique. Alors oui, les chapitres sont interminables, par contre les chapitres font 30 à 40 pages, donc j'avais vraiment l'impression de ne jamais avancer. Genre je me disais vas-y, allez, tu lis 100 pages, mais en fait t'as lu 2 chapitres, donc sur 27 t'as pas avancé, et puis 800 pages pour 27 chapitres, c'est énorme. En plus je voulais le lire en étant sur le tapis de course, sauf que va tenir ça, parce que je l'avais pas en e-book, donc va tenir ça, et j'avais des crampes au bras, la tendinite là, mais voilà, c'était très bon, donc je lirai la suite, mais je l'ai pas en ma possession, donc ce sera pas pour tout de suite, parce que je vais d'abord lire, c'est peut-être pas du tout bien, vraiment les pros, vous allez me dire, la chronologie c'est pas ça, aïe 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 et tout, mais là, septembre, j'ai décidé de diminuer à mort ma palle, donc je vais sortir des reliques. Tout ça pour dire que je vais lire les Mortal Instruments Origins cette fois. Donc j'ai le 1 et le 3, j'ai commandé le 2 sur Vinted, donc je pense que je vais enchaîner les 3 une fois que je serai dedans. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai hâte de lire la suite de Renaissance, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et en plus, je crois qu'après Renaissance, après les origines, il y a encore des trucs, les heures perdues de je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc vraiment Cassandra Clare ne s'arrête jamais. J'aurais aimé que Stephenie Meyer fasse la même chose que Cassandra Clare avec Twilight, parce que j'aurais adoré avoir des spin-offs sur les Volturi. Malheureusement ça n'arrivera jamais, à mon grand espoir, à mon grand désarroi. Mais c'est pas parce que du coup ce bilan est plutôt efficace niveau durée. Il va pas être interminable parce que je pense que j'ai quand même bien géré ce que je voulais dire et sur quoi je voulais passer vite. Mais voilà, pas beaucoup de lecture entre guillemets à vous présenter parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Vous avez tous les liens, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains au final, soit sur cette vidéo, soit sur la vidéo j'ai lu pour vous. Mais voilà, j'espère que vous avez eu des bonnes lectures au mois d'août. Si vous êtes un peu penché sur la rentrée littéraire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez fait. Je vois que le Pumpkin Autumn Challenge est reparti pour une nouvelle édition. Je n'y participe pas parce que je suis inscrite sur d'autres challenges à venir. Donc je veux pas m'y perdre, même si je pense que tout pourrait se combiner à peu près. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez ça. Je l'ai déjà dit sans doute, mais je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!